La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a 13 ans déjà, paraissait un petit livre de Daniel Lindenberg dont on a oublié le titre, le rappel à l'ordre, mais certainement pas le sous-titre, Enquête sur les nouveaux réactionnaires. Depuis lors, l'expression « nouveau réactionnaire »,« nouveau réac » s'est installée, servant plus ou moins bien à identifier un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains assez différents les uns des autres, nous servant surtout, plus ou moins bien aussi, à désigner les transformations profondes qui bouleversent depuis les années 80 la configuration de l'espace public. Car derrière cette expression grossière, sans doute maladroite, apparaissent clairement pourtant ceux qui, eux, sont désormais bien à droite, même s'ils rechignent souvent à se sentir bien à droite, préférant en général avancer masqués, se dire ni de droite ni de gauche, ou comme Elisabeth Lévy, pas de gauche. Des chercheurs belges de l'université de Liège qui observent avec distance la vie intellectuelle et littéraire française ont eu l'excellente idée d'organiser il y a un an un colloque consacré au discours néo-réactionnaire, et les actes de ce colloque paraissent sous la forme d'un ouvrage collectif, le discours néo-réactionnaire, sous la direction de Pascal Durand et Saracine Dacco, au CNRS Éditions. Pascal Durand est l'invité aujourd'hui de la suite dans les idées, ainsi que Gisèle Sapiro qui a participé à cet ouvrage et qui paraît dans la collection qu'elle dirige dans cette maison d'édition. Bonjour Pascal Durand. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis Liège, où vous êtes professeur à la faculté de philosophie et de lettres. Vous êtes un spécialiste de poésie, en particulier de Mallarmé, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Et vous êtes donc le co-directeur avec votre collègue Saracine Dacco, qui elle aussi est chercheuse en Belgique, au FNRS, l'équivalent de notre CNRS, de ce livre, Le discours néo-réactionnaire, qui est donc trouve son origine dans un colloque que vous avez eu l'idée d'organiser l'an dernier. Avec nous à Paris, en studio, Gisèle Sapiro, qui est donc à la fois l'éditrice du livre, parce que c'est la collection qu'elle dirige au CNRS Éditions, mais qui a participé à ce colloque et puis aussi à l'ouvrage. Et Gisèle Sapiro est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Elle travaille sur le monde littéraire, les intellectuels, les écrivains, et on va voir que c'est l'une des spécificités de ce dont on va parler aujourd'hui, que de lier une dimension intellectuelle avec une dimension littéraire, et qui a là probablement une forme de spécificité française. Voilà, partons de là, de ce regard que vous portez, vous, depuis la Belgique, Pascal Durand, à ce petit monde littéraire français, parce que c'est aussi l'une de ses caractéristiques, ce côté quand même souvent très concentré, à Paris, très centralisé de cet univers. Comment vous est venue l'idée de prendre pour objet ce discours néo-réactionnaire ? Bon, il est vrai que de Mallarmé à Houellebecq, le saut peut paraître bien long, mais depuis quelques années, je m'intéressais aux questions touchant à la langue du pouvoir, à la nouvelle vulgate économique qui s'est emparée de l'espace politique et médiatique, le nouveau sens commun économique libéral, si vous voulez. Et j'en avais établi avec toute une équipe le lexique sous la forme d'un livre intitulé « Les nouveaux mots du pouvoir » qui était paru en 2009. Et dans ce mouvement-là, dans le prolongement de ce travail sur la doxa, sur la pensée unique, si vous voulez, et son vocabulaire, son lexique de pouvoir, je me suis un peu naturellement intéressé de plus en plus à ceux qui se présentent comme de rudes opposants à cette pensée unique, à ce pouvoir, à ce lexique, à ce discours très cadenassé, et que, à tort ou à raison, au prix d'une construction qui est aussi un effet d'amalgame, on appelle les nouveaux réactionnaires. D'accord, alors vous avez mobilisé un certain nombre de vos collègues. Ce qui est assez passionnant dans ce livre collectif, c'est qu'on trouve beaucoup de signatures de chercheurs qu'on ne connaît
connais pas, qui sont des chercheurs, pour la plupart d'entre eux, qui travaillent en Belgique, mais aussi parfois en Suisse, parfois en Allemagne, et puis il y a quelques chercheurs qui travaillent en France aussi. Mais au fond, tout ça apporte moi je l'ai ressenti comme ça, une certaine fraîcheur, je dirais, par rapport à ce monde un peu confiné, qui a tendance à fabriquer aussi, par des effets de boucle en permanence, un discours autour de cette expression. On reviendra certainement sur ces effets de boucle et de vase clos au sein duquel ces tempêtes se déclenchent et se relancent régulièrement, mais il est vrai que l'ensemble des personnalités rassemblées sous cette appellation néo-réactionnaire est si divers par les domaines d'intervention, que ce soit la littérature, la philosophie, le journalisme, les sciences humaines, le droit, divers par les genres pratiqués, le journalisme, le roman, la chronique, les recueils d'entretien, la direction parfois de journaux, registres aussi divers en termes de qualité, de niveau d'élaboration intellectuelle et stylistique. Et bien face à cette diversité, il m'est apparu absolument nécessaire, comme à Sarah Sindaco, de convoquer un certain nombre de spécialistes de disciplines diverses. Il y a là des spécialistes de la littérature, des sociologues de la littérature, des spécialistes du langage, un juriste, un sociologue, un historien des idées, qui chacun, prenant un peu une des portions de ce paysage ou une entrée de ce paysage, a essayé d'apporter des lumières sur quelque chose qui reste, il faut bien le dire, quand on le prend en bloc, très nébuleux et confus. Alors, c'est vrai qu'une des manières peut-être de sortir de la question de la définition de cette nébuleuse, ou plutôt du tracé de son périmètre, et donc de la question des listes, parce que c'est toujours celle-là qui apparaît très très vite, pourquoi un tel et pourquoi pas tel autre. Au fond, on peut aussi voir les choses autrement, et je pense que vous le faites dans beaucoup des contributions de ce livre, c'est-à-dire appréhender la manière dont, au-delà des noms propres, un certain nombre de thématiques ont vu le jour dans l'espace public, et du même coup ont transformé les débats, les types de questions qui étaient mises en débat dans cet espace public. Au fond, l'ouvrage comporte 3 parties. Une première partie où Gisèle Sapiro joue un rôle important, qui est celui de dessiner le paysage et les structures dans lesquelles se sont moulées différentes formes d'investissement et d'engagement à la fois politique, idéologique et littéraire. Mais 2 autres parties sont ici tout à fait importantes. En effet, celle qui porte sur les thèmes, un ensemble topique de grands thèmes obsédants que Lindenberg avait déjà assez correctement repérés et qui depuis n'ont pas cessé de s'amplifier, que ce soit, le procès de mai 68, le procès de la société multiculturelle, la montée de l'islam conquérant, la culture de masse, des questions relatives à la filiation, au mariage pour tous. Enfin bref, à chaque étape, ces thèmes reviennent, s'amplifient et produisent ce que j'appellerais volontiers un effet de censure invisible, puisqu'ils s'imposent de plus en plus comme les objets centraux du débat public. Ils sont portés à l'agenda des médias, comme à l'agenda de plus en plus des politiques, et par là même, ils exercent un effet de masse qui peut aussi être un effet d'opacité sur d'autres problématiques qui, pour le coup, ne sont pas examinées ou sont laissées de côté. Il y a même une forme de paradoxe, Pascal Durand, puisque, comme vous le dites, ces thématiques ont littéralement envahi l'espace public. On ne parle que de ça, et en même temps, toujours en précisant que ce seraient des sujets tabous dont on ne parle jamais. On a toujours affaire à cette rhétorique-là, qui d'ailleurs s'appuie aussi sur des retournements d'expression. Je veux dire par là que autrefois, les bien-pensants, ça désignait la droite catholique traditionnelle. C'en est venu à désigner au contraire la gauche progressiste. Et là, on a là une pirouette qui est assez étrange. Si l'ouvrage s'intitule « Le discours néo-réactionnaire », c'est précisément pour aller au-delà des personnalités vers les opérations rhétoriques et discursives, en effet, qui sont à l'œuvre dans cette espèce de grande phraséologie de la protestation, de ce grand discours réfractaire. Et ce que nous avons essayé collectivement de mettre en évidence, c'est qu'il y a des figures, il y a des thèmes, il y a des formes rhétoriques qui reviennent, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi une posture collective qui fait en quelque sorte de toutes ces personnalités, si diverses qu'elles soient, une sorte de personnage collectif extrêmement présent sur la scène médiatique. S'il fallait définir les traits de ce personnage collectif, eh bien, c'est essentiellement une posture qui est d'abord la posture du pamphlétaire. Le pamphlétaire, Marc Angenot l'a bien mis en évidence, c'est celui qui se veut ou se prétend porteur dans un monde aveuglé, seul contre tous, d'une vérité qui pourtant est évidente et criante et qu'on ne veut pas entendre.
La deuxième posture ou la deuxième propriété de la posture néo-réactionnaire, c'est une posture de minoritaire. Ils font comme s'ils étaient, en somme, les derniers des Mohicans de la pensée libre dans un monde gouverné par une pensée totalitaire, molle, sédative, falsificatrice. Et puis il y a un troisième élément qui est la posture victimaire, c'est-à-dire que, alors que quand on ouvre la télévision, la radio, les journaux, et que l'on est amené évidemment à voir qu'ils occupent la parole, ils sont présents sur les plateaux de télévision, ils sont de très bons clients. Massivement, on les voit dans les émissions de talk-show, on les lit dans les tribunes des grands journaux, ils ont aussi leurs propres journaux, le Causeur par exemple, ou le Nouveau Réactionnaire, ou le Meilleur des Mondes, ils ont des structures extrêmement actives et réactives, et cependant, ils se font de plus en plus nombreux sur les plateaux des médias pour y claironner l'ostracisme médiatique dont ils font l'objet, par une espèce de paradoxe assez curieux, et qui est chose, il faut bien le dire, assez efficace, parce que la posture victimaire est extrêmement payante en l'occurrence. Gisèle Sapiro, comment vous observez ce qui s'est passé là, ce qu'on vient de décrire depuis une vingtaine d'années, grosso modo, en comparant cela à d'autres moments, parce que vous êtes une sociologue, mais vous êtes une sociologue qui travaille toujours sur une dimension historique, et vous avez en particulier travaillé sur le début du XXe siècle, les années 30, et puis l'après-guerre, enfin différents moments de ce XXe siècle qui nous permettent peut-être de comprendre, de replacer dans une perspective ce qui peut-être nous apparaît un peu à tort comme véritablement nouveau. Oui, donc le premier point qu'on peut évoquer, c'est que la présence de ce type de discours néoconservateur ou néo-réactionnaire dans l'espace public n'a rien de nouveau. La figure du polémiste d'extrême droite a des antécédents tristement célèbres, en la personne de Drummond ou de Maurras ou de Brasillac. Alors il y a une différence quand même, c'est que à l'époque on parlait d'une presse d'opinion, c'était des journalistes qui écrivaient dans une presse d'opinion. Aujourd'hui, ceux qu'on vient de mentionner sont des intellectuels médiatiques, c'est-à-dire constitués comme intellectuels par les médias, qui interviennent dans une presse qui se veut d'information. Et donc il y a une sorte de saturation de l'espace public par ce discours qui se prétend informer, enfin qui se prétend des analyses plus que des opinions. Même si on a vu ressurgir certains journaux d'opinion, je pense en particulier à Causeur, il y a un chapitre sur Causeur dans le journal, ou des journaux qui sont à l'articulation, je pense le rôle très important qu'a eu l'hebdomadaire Marianne dans ces évolutions dont on vient de parler. Oui. Alors l'autre chose qui me frappe, c'est la rémanence des postures, des modes d'intervention, c'est-à-dire que Pascal Durand vient d'évoquer la figure du pamphlétaire. Je dirais que cette figure, cette rhétorique-là, on la trouve surtout à un pôle qui est celui que j'ai appelé le pôle des polémistes, qui est un pôle plus proche du pôle journalistique, mais ce type de discours prend des formes plus moralisatrices au pôle que j'ai appelé des notables, qui est plutôt du côté des institutions comme l'Académie française dans l'entre-deux-guerres, qui, je rappelle, avait élu Charles Maurras en 1938. Donc ce discours-là a aussi des formes plus respectables. Et puis il y a aussi une esthétisation du politique du côté de la posture des esthètes qu'on retrouve aujourd'hui, ce que Walter Benjamin avait appelé l'esthétisation du politique. Alors que chez les polémistes, on parlerait plutôt de politisation de l'esthétique, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Alors, et chez les notables, d'une moralisation du politique. Alors, ce que je voudrais évoquer, c'est les transformations, peut-être, qui sont intervenues depuis la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire les années 30-40. Ce qu'on constate, c'est une délégitimation de la droite après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi, en fait, le transfert de la notion de responsabilité de l'écrivain de la droite à la gauche, avec la conception sartréenne de la littérature engagée, qui fait que la nouvelle droite qui se constitue dans les années 50 autour des hussards est une droite qui se prétend anticonformiste, qui met en avant le style, qui met en avant l'autonomie du littéraire, qui est souvent une stratégie pour faire passer en contrebande des idées qu'on retrouve tout à fait chez les esthètes d'aujourd'hui. Et puis le troisième point important, c'est la division du travail intellectuel qui commence dans les années 50-60 avec la montée des sciences humaines et sociales. C'est vrai qu'il y a un transfert de la figure de l'intellectuel qui passe de l'écrivain vers plutôt alors Foucault, le philosophe via Sartre, Foucault, mais ensuite Bourdieu, donc un sociologue. Du coup, il y a aussi un repli des écrivains, on pourrait dire, hors de cet espace public, un repli dans la littérature, ce qui ne veut pas dire que c'est une littérature dépolitisée, contrairement à ce qu'on entend, mais il s'efface un peu devant les experts. Et puis, il y a du côté des chercheurs, des universitaires aussi, une forme d'intervention qui
qui est celle de l'intellectuel spécifique tel que défini par Foucault, c'est-à-dire que c'est pas l'intellectuel capable de parler de tout et de n'importe quoi, mais qui va intervenir sur des domaines particuliers de sa compétence. Face à ça, à partir des années 70, on va émerger ces nouveaux philosophes qui vont constituer ces figures des intellectuels médiatiques qui se réapproprient la figure traditionnelle de l'intellectuel. Bon, on peut faire des commentaires sur la manière dont il se la réapproprie, mais il y a une tentative de filiation. De l'intellectuel tout-terrain pour le coup, et non plus exactement, spécifique. Généraliste. Et alors, ce qu'on peut dire aussi en termes d'évolution, c'est que il y a un vieillissement social de ce groupe d'intellectuels médiatiques, parce qu'ils sont toujours en place. Hein. Enfin, et là, certains commencent à disparaître, mais enfin, ce sont les mêmes qui occupent cet espace, qui saturent cet espace public, mais qui ont vieilli socialement et politiquement aussi, c'est-à-dire qu'ils sont passés, pour certains et nombre d'entre eux, de la gauche Mao, aujourd'hui à la droite, voire à l'extrême droite. Alors ça pose une question intéressante et classique pour les sciences sociales, c'est qu'est-ce qui est la part de l'effet d'âge et qu'est-ce qui est la part de l'effet génération. L'effet âge, parce que, bon, aussi désolant que cela soit à constater, mais on s'aperçoit que en vieillissant, génération après génération, en vieillissant, beaucoup d'individus deviennent conservateurs, voire réactionnaires, que ça a à voir avec ce processus biologique qu'est le vieillissement, probablement quelque part. Pas tous, certainement. Et puis, il y a aussi des effets de génération, parce que vieillir à certains moments, c'est pas la même chose que vieillir à d'autres moments dans la société française ou dans ce monde littéraire, Gisèle Sapiro. Oui, tout à fait. Donc c'est un vieillissement social qu'observe toute la sociologie politique, c'est-à-dire que l'âge est un facteur qui a un impact sur les positions politiques. C'est vrai que le champ intellectuel, le champ littéraire, c'est un espace où on peut résister à ces formes de... moi, j'avais travaillé sur la figure de Mauriac, qui justement rompt avec son passé de droite dans les années 30, au moment où il accède à l'Académie française, pour devenir une sorte d'intellectuel contestataire, protestataire, sans jamais être un homme de gauche, mais enfin qui conteste son propre camp, qui conteste l'Église. Voilà, mais ça, ce sont des effets propres, ce que Pierre Bourdieu appelle les effets de champ, mais la tendance est vraie, il est vrai. Alors, il y a aussi des opportunités. Par exemple, la stratégie en 2007 de Sarkozy d'attirer des intellectuels de gauche a rencontré quelques succès. Voilà, donc il y a aussi la question des gratifications, il y a la question des réseaux, des structures d'opportunités, mais structurellement, en fait, le vieillissement, c'est simplement la structure sociale change et on reste attaché à celle dans lesquelles on s'est constitué. Hein. Donc c'est ce qui fait que sociologiquement, on a plus tendance à être attaché à un certain état des choses antérieur. Voilà. Ce qu'on pourrait ajouter à ce qui a été dit, c'est aussi ce discours sur la décadence qui est lié à ce vieillissement social qu'on retrouve et qui là aussi il y a une rémanence très forte avec l'entre-deux-guerres dans ce discours néo-réactionnaire qui a quelques constantes malgré le fait de réunir des gens très différents et qui a des constantes dans ce à quoi il s'oppose. Alors dans l'entre-deux-guerres, c'était évidemment la République, la démocratie et aujourd'hui, c'est en fait ce qu'ils appellent le droit de l'hommisme, la philosophie des droits de l'homme, qui était d'ailleurs dénoncée aussi dans l'entre-deux-guerres, mais n'avait pas la même place, elle n'est pas devenue aussi centrale. L'antiracisme, il y a l'antiracisme qui devient un problème plus que le racisme. Absolument, l'antiracisme qui n'était pas du tout institué de cette manière auparavant. Le multiculturalisme, c'est une des choses qui vitupère. Le féminisme, sans trop savoir ce que c'est, enfin ce qu'on appelle comme ça dans le monde anglo-saxon et qui est très différent de ce que j'imagine. Le féminisme, la libération sexuelle, donc tout ça, ils considèrent que ce sont des doxas. Alors on a mentionné, je crois, l'islamophobie. Il y a aussi une forte homophobie chez une grande partie d'entre eux. Hein. Donc leur révolution française, c'est mai 68 en fait, par rapport aux contre-révolutionnaires. Donc mai 68 est responsable de du déclin de la culture française, de l'identité française. Mai 68, les sciences sociales, parce que les sciences sociales relativisent la culture, les valeurs, etc. Excuses, disent certains. Voilà, et servent d'excuses, tout à fait. Et puis aussi les nouvelles technologies. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est le discours sur le festif qu'on retrouve dans l'entre-deux-guerres. C'était la dénonciation, par exemple, des congés payés. Enfin, pas dans l'entre-deux-guerres, mais sous Vichy, en fait, on dénonçait ce que le Front populaire avait permis. Le Front populaire avait permis. Et on avait espèce de fantasme de ces couples partant en tandem. Pourtant, faire du camping, oui. Voilà, on passait son temps à dénoncer la dénatalité, mais en même temps, on reprochait aux couples de partir en tandem. Et donc, il y a une espèce d'obsession du festif, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ce discours aujourd'hui. Chez Philippe Muret, par exemple. Tout à fait. Pascal Durand ?
Vous vouliez intervenir ? Oui, je pense que les questions qu'on vient d'évoquer sont très importantes. Le vieillissement, le retour au fond assez constant des mêmes thèmes qui remontent en somme à la révolution conservatrice des années 20-30, le déclin de l'Occident, etc. Mais il y a tout de même des choses nouvelles qui se sont dessinées et qui ont donné à tout cela une force de propagation et de diffusion très considérable. C'est en gros la transformation très considérable qu'a connue l'univers des médias depuis les années 1980 et jusqu'à nos jours, en ne cessant de s'amplifier. Il me semble que nombre de ces nouveaux réactionnaires, ou ceux qu'on appelle comme tels, qui sont d'ailleurs aussi, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, souvent dans des positions périphériques au sein du champ littéraire ou du champ journalistique, ce sont un peu en quelque sorte des gens qui développent un discours du ressentiment ou de l'hostilité, précisément et a fortiori du champ universitaire aussi. Et a fortiori du champ universitaire, donc ils développent des espèces d'hostilité à ceux qui occupent à leurs yeux des postes qui, d'une certaine manière, devraient leur être dus. Je pense à Zemmour, par exemple, qui est 2 fois recalé à l'ENA, qui a un discours anti-élite assez caractéristique. Mais enfin, ces gens-là ont trouvé une espèce de lieu, comment dire, de vie et de prospérité qui est l'univers des masses médias. Et d'une télévision qui, il faut bien le dire, depuis les années 1980, a changé de régime et de rythme. Et c'est à ce changement de régime et de rythme que se trouve, à mon avis, parfaitement ajusté le discours de ces nouveaux réactionnaires, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé en gros dans la foulée de la privatisation de la télévision, la montée en force de la télévision des animateurs, de la télévision des talk-shows, de ce que Umberto Eco a appelé la néo-télévision, c'est-à-dire une télévision où non seulement l'animateur est la vedette bien plus que l'invité, mais aussi où la télévision fait événement de ses propres matériaux et fait matériaux aussi de ses propres événements. Ces nouveaux réactionnaires sont pour beaucoup de bons clients des plateaux de talk-show. Ils sont aussi assez souvent des snipers très efficaces à pointer comme chroniqueurs dans ces émissions, comme On n'est pas couché, qui a fait la célébrité d'un Éric Zemmour. Et dans cette télévision du clash, de la surenchère, de la provocation, de la parole choc pour frapper, pour susciter la réaction, eh bien ils sont véritablement comme des poissons dans l'eau. Tout ceci en outre étant relayé par les réseaux sociaux, les sites de partage de vidéos en ligne, où les clashs qu'ils produisent font évidemment le buzz. Je pense que on peut difficilement imaginer la proportion et la force de propagation de ce courant idéologique en le séparant de ces nouvelles conditions technologiques de diffusion, si vous voulez. Et ça pointe évidemment la responsabilité très lourde des journalistes qui organisent ces plateaux, ces émissions de débat, qui choisissent les thèmes et qui choisissent les invités. Parce qu'évidemment, il y a, Pascal Durand, vous avez raison d'y insister, une logique médiatique extrêmement forte qui s'enracine dans la nécessité de faire de l'audience, y compris sur les chaînes de télévision publiques, puisque vous citiez l'émission de Ruquier, mais on pourrait aussi citer celle de Frédéric Tadei sur France 3, qui a joué un rôle très important aussi. Et il y a cette logique de l'audimat. Mais après tout, on pourrait se dire, au début des années 80, quand Michel Polac avait ce talk-show où là aussi il y avait de la provocation, de la véhémence, on n'avait pas du tout le même type de choix d'intervenants. Les choses dessinaient un paysage idéologique et politique, somme toute, assez différent. Peut-être ça renvoie à la question de la responsabilité de ceux qui font ce type de casting. Certainement, et on a vu Laurent Ruquier faire son mea culpa sur le poste de chroniqueur vedette qu'il avait donné si longtemps à Éric Zemmour, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs d'inviter Éric Zemmour sur son plateau au moment de la sortie du Suicide français. Et on a vécu là un moment de télévision assez extraordinaire dans la dimension de l'autoréférentialité, de l'autophagie de cette nouvelle télévision, puisque Zemmour était invité dans l'émission qui lui a donné la parole à laquelle il était étroitement ajusté, cette parole de chroniqueur percussif, interrogé par celle qui occupait le poste qu'il avait lui-même occupé, et donc en position de chroniqueur chroniqué, intervenant à tout bout de champ dans l'émission, et mis aussi en présence d'Alain Cohn-Bendit, qui pourrait apparaître en effet comme un contradicteur pugnace, mais qui n'est en réalité qu'une image même de l'opposant que Zemmour dessine face à lui, à savoir le représentant de l'élite nomade, cosmopolite 68 Art. Et il s'est produit le même phénomène chez Tadei, lorsque Éric Zemmour, mis face à Jacques Attali, c'est moins d'un débat là qu'il s'agit que d'une espèce d'extrapolation théâtrale des thèses même d'Éric Zemmour. Le néoréac rebelle réfractaire
militaire parlant au nom du peuple face à un membre de l'élite nomade, cosmopolite, détaché du réel. Voilà, il y a là toutes des mécaniques qu'il convient de prendre aussi en considération, et aussi l'histoire longue des rapports entre littérature et politique, toute la lignée des antimodernes, des écrivains réfractaires, dont ils se réclament tous bien volontiers, parce qu'ils en tirent aussi, rétrospectivement, une aura de prestige considérable. Alors je rappelle, Pascal Durand, que vous regardez tout ça depuis Liège, depuis la Belgique, et que ça vous semble parfois exotique. C'est vrai que ce que vous venez de décrire, par exemple, pour prendre l'exemple d'un pays que je connais bien, est proprement inimaginable sur les chaînes de télévision de la BBC. On peut pas concevoir que la BBC confie une chronique comme ça à quelqu'un du même type. C'est pas possible. Qu'en est-il en Belgique? Est-ce que ça vous semble, depuis la Belgique aussi, très très étrange? Ça nous semble très très étrange, et à deux titres. D'une part parce que nous n'observons pas le même phénomène, et à deuxième titre parce qu'en réalité nous sommes très exposés aux chaînes françaises. La partie francophone du pays est branchée sur TF1, sur France 2, et c'est notre télévision autant que la vôtre d'une certaine manière. Et pourtant, en Belgique, nous n'avons pas eu de montée en puissance de ce qui a d'abord été les intellectuels dits médiatiques. Il n'y a pas d'intellectuels médiatiques en Belgique. Certains essayent, mais n'y arrivent pas tout à fait. Il y a des comiques assez doués. Il y a des comiques assez doués, on y reviendra peut-être. Il y a aussi, il n'y a pas eu de véritable représentant de néo-réactionnaires. On a essayé de faire circuler Zemmour dans des cercles du pouvoir, invités par différents francs-tireurs de la droite démocratique. Bon, ils font leur petit show, mais ça ne marche pas tout à fait. Alors la question est de savoir pourquoi ça marche pas. Alors, il y a deux, trois choses qu'il faut dire sans doute. C'est que d'abord, il n'y a pas en Belgique une telle tradition comme en France d'articulation étroite entre l'univers intellectuel et l'univers politique, entre la littérature et la politique et l'engagement. Il y a une moindre concentration des appareils académiques et aussi éditoriaux et médiatiques qu'à Paris. En Belgique, c'est à Liège, c'est à Bruxelles, c'est à Anvers, autant que par ailleurs que la culture se fait et se vit. Et puis d'autre part, nous sommes un État qui est en train de se désagréger sans une base nationale très forte, et qui n'est donc pas hanté par une espèce de nostalgie de la grandeur. Merci Pascal Durand. On arrive au terme de l'émission. Il y aurait de quoi en faire une deuxième pour poursuivre cette comparaison. C'est toujours intéressant ce processus d'estrangement, de regarder ce qui se passe dans notre pays depuis la Belgique. Je rappelle donc très rapidement le livre que vous avez co-dirigé avec Sarah Sindaco, Le discours néo-réactionnaire. Il paraît aux éditions CNRS. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez la podcaster pendant un an, la réécouter pendant 1000 jours. Merci à Pascal Durand et merci à Gisèle Sapiro. Merci. Merci à vous. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Bruno Mourlan, à la réalisation Jean-Christophe Francis.